Bonsoir, vous êtes dans BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. L'aéroport de Hong Kong reprend ses activités après une journée d'affrontement entre manifestants et policiers, mais la ville reste sous tension. En RDC, après plus de 3 ans d'interruption, reprise de la déferlante ferroviaire entre Kinshasa et Kasangoulou, une aubaine pour les petits commerçants. Et nous irons à la rencontre de Hélène Epega, la diva de l'opéra en pidgin, le créole nigérian. L'actu internationale est toujours dominée par la crise à Hong Kong. L'aéroport international a retrouvé ce mercredi matin une activité normale au lendemain d'une deuxième journée de chaos et d'affrontement entre policiers et manifestants pro-démocratie. La Chine a qualifié les manifestations anti-gouvernementales de terrorisme et a déclaré qu'elle interviendrait si elles ne s'arrêtaient pas bientôt. Lamine Noureddine Konkobo. Le jour où le mouvement pro-démocratie à Hong Kong a frôlé le pire. Craignant les infiltrations, les manifestants ont employé des personnes qu'ils pensaient être des policiers en civil. L'ambiance était si électrique qu'il était difficile de les retenir. Pour un deuxième jour consécutif, l'aéroport était occupé par les manifestants. Des chariots à bagages les uns sur les autres sont devenus, à ce moment-là, des barricades. La salle des départs était bondée de monde, se mêlant aux passagers perplexes dont le vol ne partait plus et témoins des pancartes d'excuses des manifestants. Ce qui avait commencé comme une opposition à un projet de loi controversé sur les extraditions vers la Chine s'est transformé en une gronde contre le gouvernement et la responsabilité des forces de l'ordre. Dans le vacarme de la foule, un présumé policier infiltré est à terre. Les médecins ont eu le plus grand mal à l'évacuer. Une délégation de policiers a été autorisée à entrer dans l'aéroport. Cet officier a plaidé pour la coopération. Mais les cris de colère de ces jeunes manifestants les ont chassés du terminal. C'est alors qu'un cortège de la police anti-émeute s'est dirigé vers les portes, ce qui a poussé les manifestants à se précipiter sur les chariots. À l'extérieur, la tentative de ce policier d'arrêter quelqu'un s'est retournée contre lui. Il n'a eu d'autre choix que celui de pointer son arme pour repousser ses agresseurs. Pendant ce temps, des voyageurs sont assis au comptoir d'enregistrement vide dans l'un des plus importants aéroports de l'Asie. Perdre le contrôle est une humiliation pour le gouvernement de Hong Kong. Plus important encore, c'est une humiliation pour la Chine qui a fini par perdre patience. Le trafic aérien a repris donc à Hong Kong et sur le continent, en RDC, le trafic du train urbain Kinshasa-Kasangoulou a également repris. Cette remise en service intervient après plus de 3 ans de suspension suite au mauvais état des rails et de l'insécurité. C'est une bonne nouvelle pour la population de la cité agricole et touristique de Kasangoulou, comme nous l'explique notre correspondant Gaius Kowene. La plupart des personnes ayant voyagé à bord de ces trains aujourd'hui sont des citoyens ordinaires de la classe moyenne. C'est des travailleurs qui, pour la majorité, vivent dans la cité de Kasangoulou, qui se situe à 45 km à l'ouest de Kinshasa et qui viennent ici dans la capitale pour travailler. Kinshasa, c'est l'une des capitales à croissance rapide sur le continent africain où il y a plus de 12 millions d'habitants. Et la circulation est un sérieux problème, pas seulement dans la capitale, mais aussi la connexion entre la capitale et d'autres localités voisines. Kasangoulou, par exemple, c'est une ville d'où viennent des produits agricoles, mais aussi parfois des touristes qui font le trajet entre Kinshasa et cette ville-là. Mais en attendant, pendant les 3 ans où il n'y avait pas de train passager, il n'y a que 7 trains qui transportaient des marchandises entre les deux capitales. Alors, c'est dans le souci justement de redynamiser le trafic entre les deux villes, entre les deux cités urbaines, que les services de chemin de fer de la RDC ont relancé ce train. Ce trafic vient résoudre un problème sérieux des territoires de Kasangoulou et de la ville-province de Kinshasa. Nous connaissons tous que les transports en commun présentent beaucoup de difficultés et depuis Kasangoulou, arrivé à 7h30 à Kinshasa par train, c'est un grand soulagement pour la population.
interurbain. Mais c'est un train qui va transporter chaque jour environ 8000 passagers, ce qui va aider aussi à booster l'économie du pays, mais surtout qui va profiter aux petits commerçants qui font du business et à Kinshasa et à Kasangulu, parce qu'ils seront non seulement bouger leurs marchandises, mais maintenant eux-mêmes peuvent se déplacer pour effectuer leur commerce. Kinshasa, Gaius Kowene, BBC Info. Partons maintenant au Zimbabwe, au cœur d'un pays en crise. La pénurie croissante d'électricité transforme les journées en nuit pour de nombreuses entreprises. Le pays connaît les délestages les plus graves depuis 3 ans. L'économie tourne donc au ralenti et certaines usines ont dû suspendre leurs activités. Avec une production en chute libre, les entreprises n'ont pas d'autre choix que de licencier du personnel. Anne-Marie Zasborges. Dans la capitale zimbabwéenne, à la tombée de la nuit, les imposantes lignes électriques ne sont pas très utiles. Depuis le mois de mai, le pays connaît les pires pannes d'électricité de son histoire, une situation qui dure depuis 3 ans. Tous les habitants sont contraints de trouver une solution pour se nourrir, car la montée constante de la fumée est un risque pour eux. Pire, certaines pannes électriques peuvent durer 18 heures. Les ombres projetées à la lumière des chandelles sont visibles à partir de la ville, mais cette crise n'a rien de romantique. Les tâches les plus simples sont devenues les plus difficiles à réaliser. Je n'utilise plus mon téléphone portable pour communiquer, car il sert de torche à mes enfants pour faire leurs devoirs. Sans lumière, ils ne peuvent pas voir ce qu'ils écrivent. Pareil pour la cuisine, nous n'avons jamais imaginé que cette pénurie pourrait être si grave. Et vu comment c'est parti, je ne suis pas sûr que les choses vont s'arranger d'aussitôt. Voici la plus grande usine de production d'huile du pays. Ici, toutes les machines sont à l'arrêt depuis plusieurs jours. L'entreprise a perdu des millions de dollars depuis le début des pannes électriques. Si ce problème d'électricité persiste, nous allons prendre une décision, y compris la fermeture éventuelle de l'usine qui entraînera non seulement des licenciements, mais aussi un impact sur l'économie du pays. Le service public d'électricité du Zimbabwe est confronté à une multitude de problèmes. Les consommateurs doivent plus de 100 millions de dollars à la société. Malgré une triple augmentation récente des prix, les tarifs sont parmi les plus bas de la région et sont subventionnés par l'État. La colère et la frustration des Zimbabwéens, c'est compréhensible. Mais le public doit également comprendre que la ZESA, la société publique, doit être une entité légale et légitime. Certes, nos prix ont augmenté, mais ils restent inférieurs au coût reflété. La compagnie d'électricité a commencé à rembourser une dette de longue date à l'Afrique du Sud, ouvrant la voie à une augmentation des importations, mais cela reste une solution à court terme. Pendant ce temps-là, des familles comme celle de Marshall attendent de savoir quand les problèmes d'électricité prendront fin. Et maintenant, le reste de l'actu en bref et en images. On revient en RDC. Le gouverneur de Kinshasa a décidé d'interdire, je cite, tout racolage aux abords des artères principales de la capitale de la RDC. Il veut ainsi bannir des rues, les Chégué ou en fond de rue en Lingala. Les autorités estiment à 5000 le nombre de ces enfants mendiants dans Kinshasa. Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné à la Banque centrale de bloquer les demandes des importateurs de produits alimentaires en devises étrangères. Une décision qui a soulevé des questions sur l'indépendance de la banque. Réélu en début d'année, Muhammadu Buhari a promis de stimuler l'économie locale qui est entrée en récession lors de son premier mandat. Et puis le rappeur américain A$AP Rocky a été reconnu coupable de voies de fait et condamné à une peine avec sursis par un tribunal suédois. Le double nominé aux Grammy Awards a passé la majeure partie du mois de juillet en prison après une bagarre à Stockholm. Il avait prétendu agir en légitime défense et A$AP Rocky a également été condamné à payer des dommages et intérêts à la victime. Culture à présent, connaissez-vous le pidgin? Sinon, sachez que vous avez la possibilité de découvrir cette langue inspirée du portugais, de l'anglais et du patois jamaïcain avec BBC Pidgin. Le pidgin parlé par plus de 75 millions de personnes a été pour la première fois chanté dans un opéra par Hélène Epega, une pure merveille. Regardez. Magnifique. Un seul mot. Waouh!
C'est théâtral, sincère et stimulant. C'est de l'opéra, inventé en Italie, mais désormais pratiqué ici au Nigeria et en langue pidgin. Vous auriez pu choisir n'importe quelle autre langue parlée ici. Pourquoi le pidgin ? Je me suis dit que ce serait une façon amusante de faire participer un maximum de gens, car le pidgin est la langue la plus parlée au Nigeria. C'était une manière pour moi de marier les deux, l'opéra et l'Afrique. Pourriez-vous nous dire ce qui fait un bon opéra ? Je pense que ce qui fait un bon opéra, c'est d'abord la confiance en soi et l'enthousiasme. Par exemple, la tribu des Ménémés exprime à travers leurs chansons la sérénité qui règne sur Terre. Le monde des étoiles commence à devenir jaloux des gens sur Terre, de leur prospérité. Alors, il leur envoie des tentations. Les Ménémés perdent leur voix et leur objectif est de trouver une chanson, le grand final, pour que la paix revienne, pour unir le monde. Je voulais présenter l'opéra en pidgin au Nigeria parce que cela ne s'était jamais fait auparavant. C'était un moyen de rendre hommage aux Nigérians et à l'Afrique sans être trop formel. Et je voulais quelque chose d'amusant et d'attirant. La page des sports, le rendez-vous quotidien avec Emmanuel Coste dans BBC Info. Ce soir en football, premier grand rendez-vous européen de la saison avec la Supercoupe entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de l'Europa League. Et cette année, Emmanuel, ce sont deux clubs anglais qui s'affrontent. Liverpool face à Chelsea, effectivement. Liverpool qui avait gagné, vous le savez, la Ligue des Champions la saison passée en finale contre Tottenham. Chelsea qui s'était imposé en Europa League en finale face à Arsenal. Mais les deux clubs ont déjà encaissé une défaite cette saison, Chelsea particulièrement, battu dimanche dernier lors de la première journée de championnat par Manchester United à l'Old Trafford 4-0, et Liverpool également dans le Community Shield, c'est le match de gala qui ouvre traditionnellement la saison en Angleterre au stade de Wembley. Eh bien Liverpool s'était incliné au tir au but face à Manchester City. Coup d'envoi à Istanbul ce soir à 19h GMT, et puis il y aura aussi une grande première parce que pour la première fois dans l'histoire du foot masculin, une femme arbitrera un match de très haut niveau, la Française Stéphanie Frappart. Là encore, c'est un gros événement sur ce plan-là. Football toujours, l'international algérien Rami Bensebaini passe du Stade Rennais au club allemand de Mönchengladbach, avec lequel il s'est engagé jusqu'en 2023, un contrat de 3 ans donc. Bensebaini peut jouer en défense centrale, mais aussi arrière-gauche. Il a gagné, bien entendu, la CAN avec les Fennecs en Égypte il y a quelques semaines de cela. Et puis la saison passée, avec Rennes, il avait remporté la Coupe de France. Les championnats du monde d'athlétisme débutent le 28 septembre à Doha au Qatar, et parmi les athlètes très attendus, comme d'habitude, Caster Semenya, la championne olympique et la championne du monde du 800 mètres, a donné une conférence de presse à Johannesburg, conférence de presse au cours de laquelle elle a évoqué la question de l'égalité homme-femme. Je suis une femme. Si vous voulez catégoriser, alors catégorisez. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Mais au bout du compte, je suis une athlète. Je fais des performances et je travaille dur tous les jours. Si je vous racontais comment je m'entraîne, c'est de la folie. Ça expliquerait pourquoi je suis arrivée de la campagne à la ville. 6 jours par semaine, 2 fois par jour. Vous vous réveillez à 5 heures du matin, vous courez et puis vous allez à l'école. Et puis vous devez encore revenir l'après-midi et puis vous vous entraînez. Enfin, l'Afrobasket dames, ça se passe à Dakar en match de barrage. Aujourd'hui, l'Angola a battu le Kenya et aura le droit de rencontrer demain en quart de finale le Sénégal, l'équipe du pays hôte. En barrage toujours cet après-midi, la RDC s'est imposée face au Cap-Vert et aura le droit de rencontrer Nicolas demain en quart de finale, le redoutable Nigeria. Les Nigérianes sont championnes d'Afrique en titre. Merci Emmanuel Coste, et je vous emmène avant de nous quitter dans l'espace pour notre traditionnelle image de fin. Non, ce n'est pas un DJ ordinaire. Il s'appelle Luca Parmitano et il est le premier astronaute à mixer depuis la Station Spatiale Internationale. Une prestation, ou plutôt une performance destinée à une nuit électro organisée sur un bateau de croisière à Ibiza.
Merci de nous avoir suivis. À demain pour une nouvelle édition de BBC Info.